Bonjour à toutes et à tous et un grand merci de cette invitation. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de m'inviter, je ne le savais pas, à votre colloque. Je voulais juste préciser qu'il y a presque 30 ans, moi j'étais élève ingénieur en énergétique et transfert thermique et j'ai choisi de passer ma vie professionnelle à étudier un objet de recherche fascinant qui est le fonctionnement du système climatique, mais c'est aussi ce qui détermine les conditions de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Donc, cette présentation, elle va s'inscrire sur les points clés de rapport qui sont une évaluation de l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique, des risques et des options d'action, un formidable travail scientifique international qui a abouti en 2021 et 2022. Je démarre avec cette œuvre d'art qui vous représente une année, une barre, le réchauffement qui atteint au niveau planétaire sur la dernière décennie 1,1 degré de plus qu'entre 1850 et 1900. Je vous montrerai que c'est la conséquence des activités humaines et les évolutions futures de la température à la surface de la Terre pour 5 scénarios illustratifs et qui vont en grande partie être déterminés par nos choix individuels et collectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, des rapports du GIEC, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des milliers de scientifiques qui, volontairement, présentent leur candidature pour les rédiger. Pour ces 3 rapports, ce sont 782 scientifiques de dizaines de pays du monde, 1500 contributeurs, qui passent en revue les éléments probants de 66 000 publications scientifiques. Qu'est-ce qui est robuste, largement confirmé, associé à un degré de confiance élevé ou un fait établi ? Qu'est-ce qui est émergent ou propre à un contexte donné? Qu'est-ce qui est associé à une incertitude importante? Où sont les verrous et les limites des connaissances? Cet exercice d'évaluation de l'état des connaissances, nous le mobilisons non pas pour écrire des livres de cours ou des encyclopédies, mais pour analyser et transmettre de manière claire un état des connaissances qui peut éclairer des choix de manière la plus rigoureuse possible et neutre. Donc, dans les rapports du GIEC, il n'y a pas de recommandations. Il y a une évaluation des conditions nécessaires pour tel ou tel objectif, des options d'action, leurs potentiels, leurs limites, leurs coûts, leurs effets indésirables. C'est un socle scientifique commun reconnu par tous les gouvernements, avec un mécanisme de coproduction, c'est-à-dire que les pays nous indiquent les thématiques qui sont importantes pour eux au départ. Ça permet de façonner les angles de ces rapports à côté des connaissances scientifiques les plus nouvelles qu'on souhaite mettre en lumière. Et chacun des résumés pour les décideurs de ces rapports fait l'objet d'un mécanisme d'approbation avec les représentants de l'ensemble des pays. Donc en fait, c'est un super contrôle qualité sur le fait que les conclusions reflètent de manière claire et équilibrée le socle scientifique, que chacun y retrouve des éléments qui soient importants. Et puis quand le constat scientifique est solide, il s'impose, même si parfois il peut heurter les intérêts propres à tel ou tel pays. C'est également un outil formidable par la maturation de l'état des connaissances, pour être mobilisé dans le cadre de l'enseignement, mais aussi pour les étudiants en allant lire les verrous, les limites des connaissances, pour aussi voir quelles sont les pistes de recherche qui seront particulièrement porteuses, pertinentes dans les années à venir. J'ai oublié de mentionner, bien sûr, qu'on applique la démarche de la relecture critique par les pairs. Chaque chapitre est relu 2 fois, le résumé pour décideurs est relu 2 fois, donc ce sont des milliers de volontaires relecteurs et d'experts nommés par les gouvernements. Chaque commentaire de relecture a une réponse qui est prise en compte. Dans un contexte de pandémie, c'était un peu rodéo de contribuer à avoir cette collaboration internationale, mais on a montré qu'on pouvait basculer en ligne, vous le savez tous, ça prend juste beaucoup plus de temps. Alors, premier constat, l'influence humaine sur le climat, c'est un fait établi, sans aucune équivoque. Et je vais démarrer par les émissions de gaz à effet de serre. Si l'on prend les gaz à effet de serre qui ont l'effet le plus important sur le climat, CO2 dû aux énergies fossiles et à l'industrie, au changement d'utilisation des terres, méthane, oxyde nitreux et gaz fluoré. Vous voyez que depuis les années 90, les émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur et au niveau mondial ont continué à augmenter. La hausse des émissions de dioxyde de carbone issues de la combustion des énergies fossiles et des activités industrielles a ralenti sur la dernière décennie par rapport à la décennie précédente. Donc nous injectons ces gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère, qui affectent le bilan d'énergie de la Terre, le climat y réagit.
Si l'on regarde la structure des émissions de gaz à effet de serre sur la dernière décennie, vous voyez une situation extrêmement hétérogène. Certains pays, avec une population relativement modeste à l'échelle planétaire, ont des émissions par habitant très élevées, de l'ordre de 10 tonnes par personne et par an du côté de l'Europe, de l'ordre de 20 du côté, par exemple, de l'Amérique du Nord. Certaines populations n'ont pas accès aux services de base pour l'énergie et donc ont des émissions par habitant qui sont extrêmement faibles. Si chacun peut avoir accès à une énergie propre, moderne, pour vivre décemment, l'effet sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre est très limité. L'enjeu y tient en fait à la structure de la consommation d'énergie. Là où elle est la plus élevée, elle tient au mode de consommation des pays développés et des tendances suivies par les grands pays émergents. Au niveau des individus, les 10% des ménages les plus riches dans le monde pèsent pour 40% des émissions de gaz à effet de serre, alors que les 50% les plus pauvres, seulement 15% des émissions. Ce constat est un facteur, bien sûr, énorme de tension dans le cadre des négociations internationales sur le climat. L'action pour le climat monte en puissance. Des stratégies d'adaptation à l'échelle des villes, des régions, des États, des cadres de loi, des cadres réglementaires, une trentaine de pays qui ont atteint un pic et une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, même en tenant compte du commerce international. De nombreuses villes, régions, coalitions d'entreprises qui se fixent des objectifs ambitieux d'atteindre des émissions zéro carbone à horizon 2050 de plus en plus. Néanmoins, cette action pour le climat qui a permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, elle est contrebalancée par des hausses d'émissions de gaz à effet de serre dans d'autres régions. Progrès technologique spectaculaire, le résultat de la recherche, de l'innovation, des changements d'échelle dans la production, une chute du coût de la production d'électricité photovoltaïque ou en solaire concentré, la production d'électricité issue de l'éolien, en particulier offshore récemment, et un coût fortement à la baisse pour les batteries permettant d'électrifier les véhicules individuels. Donc des solutions existent pour produire partout de l'électricité bas carbone ou pour substituer à l'utilisation des énergies fossiles l'utilisation d'une électricité décarbonée pour la mobilité. Ça n'était pas disponible il y a 20 ans. Ces leviers d'action sont maintenant disponibles et de plus en plus abordables. Revenons au climat. Nos rejets de gaz à effet de serre, depuis la révolution industrielle, ont profondément modifié la composition atmosphérique. La hausse de la teneur en dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux que l'on voit actuellement, c'est une rupture sur plus de 800 000 ans où l'on a des enregistrements issus des glaces de l'Antarctique. C'est une rupture par rapport aux variations passées. Pour trouver une planète avec autant de CO2 dans l'atmosphère, il faut remonter à l'échelle géologique, il y a plus de 2 millions d'années en arrière, pendant la période chaude du Pliocène, climat plus chaud, niveau des mers plus élevé. Nous avons une compréhension de plus en plus fine du rôle de chaque facteur sur les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace, ce que l'on appelle le forçage radiatif, et une compréhension de plus en plus fine de la réponse du climat, c'est-à-dire l'effet net de tous les mécanismes de rétroaction, amplificateurs et stabilisateurs, ce qu'on appelle la sensibilité du climat. La sensibilité du climat, elle mesure, quand on double la teneur en CO2 dans l'atmosphère, l'évolution qui en résulte de la température à la surface de la Terre. C'est un concept qui a été introduit dans les années 1970, premier rapport scientifique 1979. On a buté sur la même plage d'incertitude depuis 40 ans. Dans cette évaluation en 2021, grâce au progrès de la combinaison de chaque boucle de rétroaction, des contraintes issues des observations et des climats passés, on a réussi à réduire d'un facteur 2 cette incertitude. C'est le temps de progrès de la recherche fondamentale qui mobilise en fait l'ensemble des sources d'informations disponibles. Donc l'influence humaine sur le climat, elle entraîne une accumulation de chaleur, c'est-à-dire elle piège une partie du rayonnement thermique qui est rediffusé vers la surface en interagissant avec le profil de température de l'atmosphère. Où va cette chaleur supplémentaire emmagasinée qui représente 15 à 20 fois chaque année la quantité d'énergie primaire consommée par l'humanité? 1%, c'est le réchauffement des basses couches de l'atmosphère. 3%, c'est transféré en fait en fonte du manteau neigeux, des glaciers, des calottes, des sols gelés. 5%, c'est l'accumulation de chaleur dans les sols, leur réchauffement.
Et le gros de la chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace est accumulé dans l'océan, qui amortit le réchauffement de surface. Mais comme le temps de mélange de l'océan est de plusieurs siècles, ça rend en fait cette perturbation, cette accumulation de chaleur, irréversible à l'échelle de siècles. Donc on observe des changements rapides, généralisés, dans tous les rouages de la machine climatique, l'atmosphère, l'océan, tout ce qui est enneigé et englacé, la cryosphère, et le vivant réagit sur Terre comme en mer. Si l'on prend un des indicateurs de l'état du climat, il n'est pas parfait. Le meilleur, en fait, c'est le contenu de chaleur de l'océan, qu'on mesure de plus en plus finement. Mais le niveau de réchauffement à la surface de la Terre, c'est un indicateur pertinent. On connaît ces variations passées grâce aux travaux sur les archives naturelles. C'est un indicateur pertinent parce que beaucoup de caractéristiques régionales du climat dépendent du niveau de réchauffement planétaire. Et c'est aussi directement pertinent pour tous ceux qui vivent à la surface de l'océan et des continents. Donc si l'on prend le réchauffement à la surface de la Terre observé depuis 1850, c'est la moyenne de tous les jeux d'observation disponibles. Vous voyez qu'on atteint 1,1 degré de réchauffement avec un rythme de l'ordre de 0,2 à 0,3 degrés de plus tous les 10 ans. Ce réchauffement au cours du XXe siècle, XXIe siècle, c'est une rupture par rapport à un climat relativement stable depuis plus de 2000 ans. On est en train de sortir de la plage des variations de température de la période interglaciaire actuelle, depuis 11 000 ans, qui a donné lieu en fait au développement de nos civilisations. Pour trouver une période plus chaude, il faut remonter il y a plus de 125 000 ans en arrière, quand le contexte de l'orbite de la Terre autour du Soleil était différent. Donc c'est une rupture. En confrontant des simulations à l'aide de modèles de climat, prenant en compte les facteurs naturels, activité du Soleil, activité des volcans, et des simulations avec des modèles de climat prenant en compte ces facteurs naturels et le rôle de l'activité humaine, facteur par facteur ou ensemble, il est possible de conduire ce qu'on appelle une attribution. Si l'on prend le niveau de réchauffement observé en gris, 1,1 degré, notre meilleure estimation est que l'intégralité de ce réchauffement est la conséquence de l'influence humaine sur le climat. L'effet réchauffant des gaz à effet de serre étant plus élevé, en partie masqué par l'effet parasol, la rétrodiffusion du rayonnement solaire, par les particules de pollution et leur effet sur la formation de nuages. Alors, différence majeure, dioxyde de carbone bien mélangé dans l'atmosphère, qu'on le mette ici ou à l'autre bout de la Terre, en 10 jours c'est mélangé dans l'hémisphère nord, en 6 mois entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc ça affecte la composition de l'atmosphère planétaire. Particules de pollution concentrées près des grandes zones urbaines et industrielles, vous le savez bien ici, hein, moi aussi en région parisienne, lessivées en quelques jours par les précipitations, donc un effet hétérogène spatial et une durée de vie courte dans l'atmosphère. Ces particules sont émises avec la combustion également d'énergie fossile, c'est une sorte de sous-produit. Grâce au progrès des normes, en particulier en Europe du Nord, en Europe et en Amérique du Nord, sur la qualité de l'air, on a une baisse en fait des rejets de particules polluantes. Donc sur la dernière décennie, on a rajouté des gaz à effet de serre, on a un peu enlevé des particules polluantes. Les deux facteurs vont dans le sens d'un réchauffement. Qu'est-ce qui pèse le plus? Donc là, c'est une autre méthode pour quantifier l'effet sur le climat. C'est une quantification de l'effet radiatif, le forçage radiatif de chaque composé émis, et une quantification de la réponse du climat. Les deux sont bien sûr tout à fait cohérentes. Le facteur qui pèse le plus, ce sont nos rejets de dioxyde de carbone. Durée de vie très longue dans l'atmosphère. À peu près la moitié de nos émissions s'y accumulent, l'autre moitié est reprise par la végétation et les sols, et rentre dans l'océan, conduisant à son acidification. Donc ça interfère avec les habitats pour les organismes marins, ça interfère avec la photosynthèse et la respiration, bien sûr, sur les continents. Je le redirai par la suite, mais ce qui va déterminer le niveau à venir de réchauffement planétaire, ce ne sont pas les émissions instantanées de CO2, c'est le cumul des émissions passées, présentes et futures de CO2. C'est-à-dire que tant que nos émissions de CO2 ne seront pas à zéro, le climat continuera à dériver. Deuxième facteur le plus important, les émissions de méthane. Gaz à effet de serre très puissant, durée de vie d'une dizaine d'années dans l'atmosphère. Les rejets de méthane interagissent avec la capacité oxydante de l'atmosphère, la chimie atmosphérique, conduisent à la formation d'ozone en surface, gaz à effet de serre et polluants. Et donc les émissions de méthane ont un double effet, climat et dégradation de la qualité de l'air également.
Quand on fait une analyse d'attribution sur l'ensemble des facettes d'un climat qui change, on a donc cette évidence d'une influence humaine sans équivoque. C'est le facteur principal du réchauffement de l'air. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau, 7% de plus par degré de réchauffement, donc ça affecte le cycle de l'eau. Le recul des sols gelés, de la banquise arctique, le recul généralisé des glaciers sont directement une conséquence de cette accumulation de chaleur, comme l'allongement de la saison de croissance des végétaux, qui, puisqu'ils démarrent plus tôt, sont davantage exposés au gel tardif, comme on l'a vu cette année et l'année dernière en France par exemple. Donc on a également dans l'océan un océan qui accumule de la chaleur et se dilate, avec la fonte des glaciers, le fait que depuis les années 90, le Groenland et l'Antarctique perdent de la masse, avec une augmentation d'un facteur 4, cela conduit à une accélération du rythme de montée du niveau de la mer. 2 mm par an au XXe siècle, maintenant 3,7 mm par an sur les dernières années. C'est une conséquence directe également de cette accumulation de chaleur. Alors, quelle est la structure du réchauffement? Il est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Donc, pour 1,1 degré en moyenne planétaire, c'est déjà 1,7 degré en France métropolitaine et même un petit peu plus ici. Très fort du côté de l'Arctique avec un ensemble de facteurs amplificateurs, plus de vapeur d'eau, perte de l'effet miroir de la neige et de la glace qui amplifie le réchauffement dans ces régions. Mais la figure du bas est moins intuitive. Elle permet de voir où est-ce que finalement on a en premier rencontré un climat nouveau. Dans chaque région, vous avez une variabilité naturelle, plus faible pour la température dans les tropiques, plus forte près des régions polaires. Donc avec cette tendance graduelle due à l'influence humaine, quand est-ce qu'on a eu le signal qui est sorti du bruit? Et ça s'est produit dès les années 1970 dans les régions tropicales, dans les années 1980 autour de la Méditerranée, et plus tardivement au nord de l'Europe et vers l'Arctique. Donc là, c'est le moment où en fait on vit dans un climat nouveau qui n'avait pas été connu par les générations précédentes. L'influence humaine sur le climat, ce n'est pas seulement des tendances, mais c'est aussi des événements extrêmes, plus fréquents et plus intenses, notamment les extrêmes chauds, les pluies extrêmes et certains types de sécheresse, en relation directe avec le niveau de réchauffement. Donc, ces hexagones représentent différentes régions du monde. Si vous arrivez à lire les caractères, WCE, c'est l'Europe de l'Ouest, MED, le pourtour de la Méditerranée. En haut, tous les hexagones en rouge sont là où on distingue une intensification des extrêmes chauds. Plus vous avez un nombre élevé de pointillés noirs, plus notre confiance dans l'attribution de cette intensification à l'influence humaine sur le climat est forte. Typiquement, vague de chaleur de juin 2019 en France, un événement hautement improbable dans un climat pré-industriel, forte augmentation à la fois de la probabilité d'occurrence, mais aussi de l'intensité de l'événement du fait de l'influence humaine sur le climat. Ce type d'étude d'attribution n'est pas disponible pour toutes les régions. Davantage de scientifiques appliquent ces méthodes dans les pays développés, les pays émergents, moins dans les pays du Sud, où des impacts importants sont aussi observés. Une intensification des pluies extrêmes, particulièrement nette du côté du nord de l'Europe. Après la publication de notre rapport, ce type de méthode a été appliqué aux pluies extrêmes qui ont touché la Belgique ou l'Allemagne, avec une conclusion très nette, que ce type d'événement a une probabilité de se produire beaucoup plus élevée. C'est vraiment une conséquence directe de Clausius-Clapeyron. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc la même tempête aujourd'hui donnera lieu parfois à des cumuls beaucoup plus importants qu'il y a simplement quelques dizaines d'années. Pour les sécheresses d'humidité des sols, on a deux effets qui se superposent. Dans les régions de climat méditerranéen, dans un climat qui se réchauffe, un changement de circulation atmosphérique qui conduit à une baisse de la pluviométrie graduelle, en particulier tout autour de la Méditerranée, et une atmosphère plus chaude qui augmente la demande évaporative, qui vide les sols de manière plus efficace de leur humidité. Donc deux facteurs qui se superposent, et le signal est particulièrement net en Californie, autour de la Méditerranée, mais il est aussi présent en Afrique du Sud ou bien en Europe de l'Ouest de manière croissante. On a également une augmentation de l'occurrence d'événements extrêmes composites, donc des conditions par exemple chaudes, sèches, venteuses, propices aux incendies,
des saisons plus longues, des régions nouvelles, le Jura ou la Bretagne par exemple. Et puis également, on a une augmentation des inondations dites composites. Lorsque vous avez une marée haute et une tempête, vous allez avoir un niveau record de la mer plus élevé puisque le niveau moyen de la mer a monté. Et si cette tempête donne également un cumul de pluie plus élevé, vous avez cette dualité pour les régions littorales de gérer la submersion d'eau de mer et l'évacuation d'un excès d'eau pluviale en même temps. Des défis considérables pour la gestion du risque littoral, exacerbés par l'effet d'urbanisation qui, en fait, favorise le ruissellement rapide. L'océan, c'est des changements composites, plus chauds, des vagues de chaleur marine plus fréquentes, plus intenses. Plus elles se produisent fréquemment, plus elles vont dégrader les récifs de coraux tropicaux, qui ont un temps de récupération d'une quinzaine d'années, par exemple, après les épisodes de blanchiment. Un océan qui s'acidifie, qui se mélange moins bien et perd de l'oxygène, en plus de l'effet de la montée du niveau de la mer qui affecte aussi les écosystèmes côtiers. Je veux juste insister là-dessus parce que je risque d'oublier tout à l'heure. Le littoral, c'est un enjeu majeur. À court terme, ça va être des inondations chroniques à marée haute, une augmentation de l'érosion des côtes sableuses et une forte augmentation de l'occurrence d'événements de niveau marin extrêmes qui seront d'ici 2050 20 à 30 fois plus fréquents pour ceux qui se produisaient précédemment seulement une fois par siècle au niveau planétaire. Les risques liés au climat, ce n'est pas seulement ces aléas qui changent avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est la manière dont ils vont interagir avec la vulnérabilité, l'exposition aux aléas et notre capacité à répondre. Répondre, bien sûr, c'est agir sur les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi agir en termes de résilience, de gestion de risque, de stratégie d'adaptation. On a aujourd'hui près de 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables, avec des effets en cascade que je décrirai tout à l'heure. Et autour de 2050, on estime qu'1 milliard de personnes sur le littoral seront exposées aux risques liés à la montée du niveau de la mer. Donc c'est une course contre la montre dans laquelle on est. C'est un défi considérable pour tout le monde, en fait, d'anticiper et de prendre en compte les évolutions à venir du climat pour faire en sorte de ne pas réagir après coup, mais pour anticiper, réduire les expositions, réduire les vulnérabilités, de sorte à être les plus résilients possibles, même dans un climat qui continue à se réchauffer. Puis quelques points de vigilance. L'adaptation, c'est aussi la maladaptation. C'est-à-dire que si on met en place une action pour réduire les risques maintenant, par exemple, on construit une digue. Comme il y a cette digue, on va concentrer plus d'habitat derrière cette digue. Et si cette digue est dépassée, en fait, on aura plus de pertes et de dommages. Donc c'est une fausse sécurité. Un autre exemple de maladaptation, c'est par exemple si les actions mises en place, elles sont injustes socialement et qu'elles protègent les intérêts des plus aisés au détriment des plus vulnérables. Donc ce sont des dimensions assez critiques sur la manière de voir les stratégies d'adaptation. Et dernier volet sur lequel je vais revenir par la suite, un point de vigilance, la pression sur les terres. On a besoin des terres pour préserver la biodiversité. On a besoin des terres pour nous nourrir et nourrir les animaux d'élevage. On a besoin des terres comme matériaux de substitution aux produits fossiles. On a besoin des terres pour des cultures pour l'énergie et stocker du carbone. C'est quelque chose qui va être particulièrement délicat à gérer pour ne pas avoir des effets secondaires potentiellement tragiques, en particulier en termes d'insécurité alimentaire. Ça, c'est une étude en machine learning de toute la littérature scientifique systématique, je crois que c'est 70 000 études qui ont été passées en revue, et qui cartographient tous les endroits où on a eu des impacts observés, avec une attribution de ces impacts à un aspect d'un climat qui change. En général, changement de température ou changement de pluviométrie. Donc, en dépit des efforts d'adaptation, ce sont des impacts généralisés. Quand on parle d'adaptation, de quoi on parle ? Les ouvrages de défense sur le littoral ou la restauration des écosystèmes, l'évolution des pratiques agricoles, la gestion intégrée de l'eau, les infrastructures vertes dans les villes pour amortir l'effet des îlots de chaleur, les villes éponges avec davantage d'espace qui absorbent l'excès de précipitation plutôt que d'exacerber le ruissellement. Ça peut être également donc, des systèmes de production énergétique résilients, fiables, mais c'est aussi préparer les systèmes de santé par rapport aux conséquences d'un climat qui se réchauffe. C'est aussi également tous les mécanismes de sécurité sociale, de mutualisation de risques, de systèmes d'alerte et de systèmes d'action en cas de situation de crise.
Si l'on regarde les effets sur le vivant, les écosystèmes marins et terrestres, chaque ligne, c'est une région du monde, et chaque colonne, c'est un type d'impact observé. Plus le rond est foncé, plus les impacts sont sévères. Donc des impacts observés en termes de structure des écosystèmes, de déplacement des habitats, des espèces, et de modifications dans leur phénologie, les premières fleurs, les premières feuilles, le rythme des oiseaux migrateurs, ou bien le moment des cultures, ou les blooms dans l'océan par exemple. La moitié des espèces étudiées sur Terre comme en mer se déplacent, et on observe des effets graves avec des mortalités d'espèces et des dégradations d'écosystèmes. Dépérissement de forêts, mortalité de forêt avec les effets chaleur, sécheresse, dégradation, blanchiment des récifs de coraux tropicaux. Ces écosystèmes nous rendent de multiples services et fonctions. On en dépend pour beaucoup d'aspects. Donc il y a l'enjeu changement climatique, mais il y a aussi la pression qu'on exerce, l'utilisation non soutenable de ces ressources, la fragmentation de leurs habitats, les pollutions locales, l'urbanisation croissante, qui vont en fait également les affecter. Donc préserver les écosystèmes, ce n'est pas simplement l'action sur le climat, c'est aussi en fait agir pour préserver des sols et leur capacité à stocker du carbone. C'est agir en réduisant les pollutions locales, par exemple, pour les écosystèmes côtiers. Donc on a 3,3 à 3,6 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables. Les points chauds du changement climatique. Des personnes avec des moyens de subsistance très sensibles au climat, communautés de pêcheurs, activités agricoles vivrières, un accès limité aux infrastructures et services de base, santé, eau, énergie, éducation, et des infrastructures elles-mêmes vulnérables parce que pas dimensionnées pour être résilientes dans un climat qui se réchauffe. Et je veux juste souligner là, c'est pareil en fait, on a les effets sur la pénurie d'eau, la production alimentaire avec des chocs sur certains rendements, les impacts en termes de santé et de bien-être, les effets sur les infrastructures qui sont observés. Moins, c'est un effet négatif, plus, moins, ce sont des effets contrastés dans une région donnée. La région méditerranéenne, en particulier, c'est un des points chauds des risques climatiques qui sont étroitement interconnectés, avec déjà une forte augmentation des impacts négatifs qui sont observés. Les risques, en fait, sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer. C'est un exemple qui est dans le rapport du groupe 2 du GIEC de 2022, mais qui est pertinent par rapport à la chaleur extrême qui a été connue au Pakistan et en Inde. Des conditions extrêmement chaudes et sèches. Le stress thermique empêche d'avoir une activité physique en extérieur. Ça affecte directement les revenus des personnes. Ça fait chuter les rendements agricoles, donc moins de revenus et une hausse des prix des matières premières alimentaires. Des effets qui vont être considérables pour la capacité à se nourrir, pour la santé, la malnutrition. On peut aussi le voir comme des formes de pièges de pauvreté, si on n'anticipe pas, si on n'a pas non plus des mécanismes de solidarité par rapport à ce type de pertes et de dommages. Donc à retenir, c'est là où on en est aujourd'hui, et chaque incrément de réchauffement supplémentaire va augmenter ces risques. Bonne nouvelle, on a des leviers d'action pour limiter l'ampleur du réchauffement. Les options disponibles dans chaque secteur d'activité pour l'énergie, l'utilisation des terres, le système alimentaire, l'industrie, les villes, les bâtiments, les transports, mais aussi la demande et les services, présentant des leviers d'action disponibles, faisables, avec parfois de multiples bénéfices, qui, si elles sont déployées, permettraient de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Dans le rapport du groupe 3 du GIEC, vous trouverez une évaluation de ces différents leviers d'action. Vous voyez en fait sur les barres le potentiel sur les émissions de gaz à effet de serre évitées, et le code de couleur va du bleu au rouge en fonction du coût estimé pour chaque levier d'action. Donc, par exemple, dans le secteur de l'énergie, l'enjeu, c'est décarboner la production de l'électricité et électrifier tous les usages de l'énergie, plus jouer au maximum sur l'efficacité énergétique. Il y a aussi cet enjeu à éliminer toutes les émissions fugitives de méthane associées au secteur des énergies fossiles. C'est faisable à un coût très limité. On sait le mesurer et également le suivre. Tout à l'heure, je passerai sur l'aspect transport. Là, je voulais mentionner l'aspect bâtiment. C'est un des aspects où il y a un enjeu de sobriété au sens du terme anglais « sufficiency », c'est-à-dire maîtriser et réduire la demande en matériaux et en énergie, permettant à chacun de vivre décemment dans le respect de limites
planétaire. C'est vraiment la définition dans ce rapport. Donc, au-delà de cet aspect de sobriété, il y a tout l'aspect qui porte sur l'efficacité dans les bâtiments, la performance énergétique, les systèmes de production sur site d'énergie renouvelable, le rétrofit des bâtiments existants, et puis l'insertion de matériaux biosourcés pour limiter aussi le recours au ciment, par exemple, dans les systèmes de production de bâtiments. Donc vous trouverez une masse de détails dans ce rapport, c'est juste pour vous montrer le type d'évaluation qui est disponible de manière synthétique. Ce n'est pas simplement une histoire de transformation des modes de production, c'est aussi en fait mettre en place des infrastructures, des stratégies qui permettent à chacune et chacun d'adopter un style de vie bas carbone. Et si on regarde à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui permet le plus de réduire ces émissions de gaz à effet de serre ? C'est vivre sans voiture thermique, c'est éviter des déplacements longue distance en avion, c'est une mobilité active, c'est une alimentation avec davantage de protéines végétales et moins de protéines animales, c'est dans le secteur des bâtiments, installer des pompes à chaleur, la rénovation des bâtiments, mais aussi par exemple de déplacer un véhicule thermique par un petit véhicule électrique avec une électricité bas carbone. Et chacun de ces leviers d'action, il peut venir avec des bénéfices en termes de santé, en termes de bien-être, mais ça ne se déploiera pas tout seul. Par exemple, pour avoir une mobilité active, on a besoin d'infrastructures sécurisées, cyclables, et donc ça demande aussi de l'intégrer dans la planification de la mobilité à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Et donc ça demande une action qui soit structurante, anticipée, collective, délibérée. Alors, en fait, on est mal parti. C'est-à-dire que sur la trajectoire actuelle, les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés et proche de 1,5 degré, des objectifs définis par tous les pays du monde sur la base de l'évaluation des risques majeurs en termes de sécurité des habitats, sécurité alimentaire, sécurité en eau, préservation des écosystèmes. Si on n'agit pas à grande échelle et très rapidement, on ne les tiendra pas, ces objectifs. Dans les travaux de modélisation du climat, on s'appuie sur seulement 5 scénarios illustratifs qui couvrent toute la littérature scientifique. Dans le rapport du groupe 3 du GIEC, vous allez trouver des centaines de scénarios socio-économiques développés par exemple par l'Agence internationale à l'énergie, différents centres de recherche, qui vont être beaucoup plus fins et qui permettent de regarder les conditions finalement permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière beaucoup plus approfondie. Là, c'est juste pour fixer les idées. Donc, une palette de scénarios très contrastés. Les scénarios de fortes ou très fortes émissions de gaz à effet de serre sont évalués en fait comme moins probables aujourd'hui, moins plausibles. Politique publique mise en place, prix de l'électricité décarbonée qui a chuté, ce sont des facteurs qui rendent ces scénarios moins plausibles, en particulier la sortie du charbon des financements. Un scénario intermédiaire semble pas totalement incohérent avec les politiques publiques mises en place actuellement, et des scénarios d'émissions basses ou très basses, ils demandent en fait une mise en œuvre, une ambition des engagements des pays largement supérieure à ce qui est actuellement sur la table. Alors qu'est-ce que ça donne pour le niveau de réchauffement planétaire ? À horizon court terme, les prochains 20 ans, en moyenne sur 20 ans, on va atteindre un niveau de réchauffement de l'ordre de 1,5 degré. À moyen terme, à horizon 2050, c'est seulement à condition d'avoir enclenché une baisse forte ou très forte des émissions mondiales de gaz à effet de serre qu'on peut réussir à stabiliser le niveau de réchauffement largement sous 2 degrés ou après un léger dépassement proche de 1,5 degré en cas d'une action extrêmement forte. Si les émissions de gaz à effet de serre stagnent au niveau actuel dans le monde quelques décennies de plus, on dépassera un niveau de réchauffement de 2 degrés d'ici 2050 et de l'ordre de 2 à 3,5 degrés en fin de siècle. C'est notre plage probable, 66% de confiance, et ça se poursuit le siècle suivant. Donc ça pose la question des conséquences de ce que l'on fait maintenant pour juste le moment où nos enfants auront notre âge. 2050, ça vient très vite en fait. C'est simplement une génération, typiquement. Soit en 2050, on atteint des émissions net zéro CO2 et le réchauffement se stabilise, soit en fait, il continue à s'accentuer. Alors pour chaque incrément de plus au niveau planétaire, la structure du réchauffement qu'on observe déjà s'intensifie dans chaque région. Là, c'est la température en moyenne annuelle.
Plus le curseur planétaire monte, plus le curseur régional monte. On a une intensification du cycle de l'eau en fonction du curseur, mais aussi de sa variabilité, c'est-à-dire, au-delà des contrastes qui sont représentés là, davantage d'événements et de saisons très humides et très secs. Donc un enjeu majeur pour la gestion intégrée de l'eau et pour les activités agricoles en particulier. Dans les régions froides, c'est un climat en moyenne plus doux, plus humide. Dans les régions de climat méditerranéen, c'est un climat qui est plus chaud et plus sec, avec une baisse de la pluviométrie en moyenne annuelle. Et l'effet température et précipitation se conjuguent pour l'humidité des sols en moyenne annuelle. Dans les régions de climat méditerranéen, les grandes plaines américaines, l'Europe de l'Ouest, le centre de l'Asie, le sud de l'Afrique, certaines parties de l'Australie, toute la région de l'Amazonie et le sud de l'Amérique du Sud, plus le curseur de température monte, plus l'humidité moyenne des sols baisse. Donc ce sont des enjeux majeurs pour le fonctionnement des plantes, les écosystèmes forestiers, mais aussi les activités de culture qui dépendent de cette humidité des sols. En fait, c'est une aridification que je décris. Il faut bien le comprendre. Vous voyez une grosse tache verte sur l'Afrique saharienne. Donc c'est un endroit qui est actuellement très sec. Dans cette région, il y a une petite augmentation de la pluviométrie en valeur absolue, mais en relatif, ça apparaît comme très important. Les moussons, en fait, elles sont face à des effets contradictoires. Plus on met des gaz à effet de serre, plus ça humidifie et augmente les pluies de mousson. Plus on met localement des particules de pollution, plus ça assèche. Donc le fait de projeter l'évolution des pluies de mousson est particulièrement délicat parce que ça va aussi dépendre des émissions de particules de pollution localement. Donc, pour résumer, à quoi se préparer? En fonction du niveau de réchauffement planétaire, des événements plus fréquents et plus intenses, en particulier les extrêmes chauds qui se produisaient une fois par 50 ans, en 1850-1900, ils sont 5 fois plus fréquents. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, ce sera 9 fois plus fréquemment. Et dans un monde 4 degrés plus chaud, en cas de pas de chance, ce serait quasiment tous les ans. Donc l'événement record deviendrait la norme. Se préparer à une intensification des pluies extrêmes, dans les régions qui s'assèchent, une augmentation des sécheresses, dans les régions tropicales, plutôt une baisse du nombre de cyclones tropicaux, mais une augmentation de la proportion des cyclones les plus intenses en termes de quantité de pluie et de vitesse de vent. Et puis un recul de la cryosphère qui réagit rapidement, la glace de mer, les sols gelés, l'enneigement de printemps, en particulier en moyenne montagne. Donc ça, c'est un défi majeur. Si vous êtes étudiant, vous aurez besoin de pouvoir mobiliser ce type de connaissances pour faire des stress tests. Vous concevez une ville, vous concevez un bâtiment, vous concevez une infrastructure, il faut que ça fonctionne dans un climat qui se réchauffe. Donc c'est un enjeu de compétence de pouvoir mobiliser ce type d'informations quantitatives propres à chaque région pour l'intégrer dans la prise de décision, pour une prise de décision robuste. Il y a des choses avec lesquelles on va devoir faire pendant très longtemps. Les glaciers, c'est des dizaines d'années pour s'ajuster au réchauffement actuel. L'océan profond des siècles. Le Groenland et l'Antarctique, c'est de l'ordre de siècles à milliers d'années. Donc la montée du niveau de la mer, elle va se poursuivre. Elle a déjà accéléré. Autour de 2050, vous voyez que notre compréhension est assez indépendante des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, on peut l'intégrer dans la prise de décision. À horizon de la fin de siècle, l'ampleur, la vitesse de la montée du niveau de la mer, ça va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça va aussi dépendre de processus aujourd'hui associés à une incertitude très profonde, en particulier l'écoulement dynamique de certains secteurs de l'Antarctique. On est aux limites de nos connaissances sur les observations, la compréhension des processus, leur modélisation. Ce que les gestionnaires de risque pour le littoral nous ont demandé, c'est de fournir un scénario physiquement plausible maximum. C'est-à-dire si ces processus incertains se mettent à l'œuvre, quel est le maximum de montée du niveau de la mer? C'est une information importante pour les gestionnaires d'infrastructures critiques. Vous voulez implanter un port, construire une ville littorale, une centrale nucléaire par exemple, vous avez besoin de prendre en compte, non pas la valeur médiane, mais l'événement peu probable, mais à risque maximum. Donc vous trouverez ce type également d'informations. Pourquoi c'est une course contre la montre? Parce que pour faire face aux risques littoraux, submersion, érosion, on a des leviers d'action, mais ils mettent du temps à être
construits, délibérés, financés, mis en œuvre. Si on prend les ouvrages de protection en dur, les digues, les barrières comme à Londres ou à Venise, le temps de préparation de ces projets peut être parfois de l'ordre de plusieurs dizaines d'années. Donc on est vraiment devant une course contre la montre par rapport à notre capacité à anticiper et à mettre en place une gestion soutenable du risque sur le littoral avec un niveau de la mer qui va continuer à monter très longtemps. Certaines solutions, le fait de, vous savez, prendre des sédiments à un endroit, les ramener à un autre endroit pour stabiliser des plages ou des côtes, ça se fait déjà. Le fait de restaurer les écosystèmes côtiers, les prairies côtières, les zones humides, il y a un potentiel important, mais en cas de forte montée du niveau de la mer, le potentiel il sera dépassé, en fait, par rapport à la capacité de résilience de ce type d'approche. Donc les changements qu'on subit déjà, ils vont s'accentuer en fonction de la poursuite du réchauffement. Donc dans notre rapport sur la physique du climat, vous trouverez une cartographie de 33 facteurs climatiques dont on sait aujourd'hui qu'ils génèrent des impacts. Les tendances, les extrêmes, les indices associés par exemple aux limites physiologiques, les seuils d'alerte pour la santé au travail, ou bien aux limites pour certains rendements agricoles. Par exemple, à plus de 35 degrés, le rendement du maïs qu'on cultive aujourd'hui chute. Cette information elle est disponible dans un atlas interactif par région. Vous pouvez naviguer dedans, accéder aux données, les utiliser pour explorer les conséquences régionales en fonction du niveau de réchauffement, de l'horizon temporel ou du scénario. Vous trouverez des synthèses de 2 pages. Pour chaque région, par exemple l'Europe, qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un climat qui change en Europe? Un réchauffement plus fort que la moyenne mondiale, plus de pluie en hiver au nord, moins de pluie en été au centre et au sud, des extrêmes de pluie qui augmentent, un niveau relatif de la mer qui monte plus que la moyenne mondiale, des enjeux sur la cryosphère, et puis les multiples facettes qui se superposent, qui augmentent également avec le réchauffement. Et dans le rapport du groupe 2 du GIEC, vous trouverez également une synthèse de 2 pages des impacts et des risques pour chaque région. Donc on fait notre possible pour essayer de vous fournir l'information de manière ultra synthétique pour avoir une vue d'ensemble. Si on prend le cas de l'Europe de l'Ouest, on est devant une adaptation qui progresse. Vous le savez, les plans climat, énergie, territoriaux, dans cette région, une action récente par rapport au risque littoral qui monte en puissance. Mais cette adaptation, elle est insuffisante pour contenir l'augmentation des risques. Donc les risques vont dépendre en partie du niveau de réchauffement planétaire et en partie de ce qu'on va être capable de mettre en œuvre rapidement. Les risques clés identifiés pour cette région, c'est l'intensification des extrêmes chauds, l'effet sur les écosystèmes et la santé humaine, les risques de perte de production agricole, stress thermique et hydrique en particulier, les risques de pénurie d'eau dans les configurations de sécheresse. Cette année, c'est pas mal parti dans certaines régions. Donc avec la question d'une gestion en amont parcimonieuse de l'eau et d'approches plus transformatrices, par exemple pour les activités agricoles, face aux limites en fait d'approvisionnement en eau. Et puis un risque important d'inondation, donc pluie intense, débordement de rivières, inondations côtières. Et vous voyez que la partie littorale est particulièrement précoce, passant d'un niveau modéré à élevé pour l'ensemble du littoral européen. Chaque incrément de réchauffement, ça renforce le risque de perte de biodiversité. Dans les régions qui sont des points chauds de biodiversité, où on a des espèces rares endémiques, le risque de perte d'espèces est multiplié par 10 entre un niveau de réchauffement de 1,5 degré et un niveau de réchauffement de 3 degrés. Protéger la biodiversité, c'est aussi limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Et c'est important parce qu'en fait, l'océan absorbe actuellement 23% de nos rejets de CO2, la végétation et les sols de l'ordre de 31%. Au-delà de 2 degrés, leur capacité, leur efficacité de stockage de nos émissions se réduit. Donc plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus les pluies naturelles de carbone absorbent, mais en proportion plus limitée. C'est en fait l'effet de conditions chaudes et sèches sur la photosynthèse. C'est aussi le fait de booster la respiration des sols dans un climat plus chaud. Et dans l'océan, c'est un océan plus chaud qui peut moins contenir de CO2 et une saturation de l'effet tampon des carbonates, un processus chimique, dans l'océan de surface. Donc un décalage croissant entre les besoins d'adaptation et l'action mise en œuvre, en particulier pour les plus fragiles,
Des enjeux critiques, insécurité alimentaire, gestion intégrée de l'eau, des villes confortables, même en cas de pic de chaleur, et des villes qui évitent le ruissellement de l'eau, et puis la question de la gestion des risques pour le littoral. Des limites multiples aux capacités d'adaptation, pas assez de financement pour les pays les plus fragiles, des limites aux solutions fondées sur la nature autour d'1,5 degré de réchauffement planétaire, entre 1,5 degré et 2 degrés, un manque d'alimentation en eau dans les fleuves, dans les régions où l'enneigement de montagne disparaît. Et avec la fonte des glaciers, vous avez d'abord un pic de ruissellement, quand ils fondent beaucoup, et quand ils se sont réduits, là, vous avez un déficit d'alimentation en eau des fleuves. C'est également un des risques identifiés, par exemple, pour la région Occitanie, dans un climat qui se réchauffe, d'avoir cet enjeu, cette limite dure, en fait, à la quantité d'eau disponible. Certains changements peuvent être évités si on limite le réchauffement planétaire, et ceux qui sont inévitables, la réponse à long terme de la montée du niveau de la mer, on peut la freiner en limitant le niveau de réchauffement dans les années à venir. Le point le plus important à retenir, c'est que chaque tonne d'émissions de CO2 contribue au réchauffement planétaire. Là, c'est entre maintenant et 2050. Le cumul des émissions mondiales de CO2, en fait, depuis la révolution industrielle en noir jusqu'à aujourd'hui, les projections en couleur, et le niveau de réchauffement correspondant. Ça, c'est une loi géophysique. On ne peut pas transiger avec. On peut le traduire en marge de manœuvre qui nous reste. Si on veut contenir le réchauffement à 1,5 degré, avec une chance sur 2 d'y arriver, la marge de manœuvre qui nous reste, c'est à peu près 510 milliards de tonnes de CO2. La barre d'erreur, elle est énorme, je ne vous la mets pas. Si on veut le limiter à 2 degrés, avec 2 chances sur 3 d'y parvenir, c'est de l'ordre de 900 milliards de tonnes de CO2. On met dans l'atmosphère plus de 40 milliards de tonnes chaque année. Les infrastructures thermiques fossiles existantes dans le monde, si elles sont utilisées tout au long de la durée de vie prévue, si elles ne sont pas en fait arrêtées à l'avance en y perdant des capitaux, c'est de l'ordre de 660 milliards de tonnes de CO2 qui sont déjà là dans les infrastructures existantes. Celles qui sont planifiées, si elles sont toutes réalisées, c'est de l'ordre de 880 milliards de tonnes de CO2. C'est une course contre la montre et l'inertie, ce n'est pas celle du climat. Quand on aura des émissions de CO2 à net zéro, il n'y aura pas de réchauffement supplémentaire dans l'état de nos connaissances actuelles. L'inertie, ce n'est pas celle du climat. C'est celle de nos infrastructures, c'est celle de notre manière de voir les choses, c'est celle de notre capacité à les transformer le plus rapidement possible. C'est celle de réorienter les financements. Donc limiter le réchauffement, c'est limiter le cumul des émissions de CO2, atteindre avec le cumul le plus bas possible, le plus vite possible, des émissions de CO2 qui soient à net zéro. Mais c'est un défi formidable. C'est pas chercher un petit gain. C'est aussi construire les ruptures, et en particulier pour les secteurs les plus difficiles à décarboner. C'est le défi, en fait, aujourd'hui, pour l'ensemble des ingénieurs partout dans le monde, d'arriver à chercher aussi ces ruptures, d'arriver à les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Et puis, c'est réduire fortement les émissions de méthane, ce qui permet de limiter la perte de l'effet masque des particules de pollution et améliore la qualité de l'air. La situation de crise géopolitique actuelle, elle nous montre aussi que nos achats d'énergie fossile peuvent financer la guerre, d'autre part. Et donc ça amène aussi à réfléchir pas uniquement à cet aspect climat que j'ai décrit, mais aussi à de multiples dimensions associées à cette économie qui dépend des énergies fossiles et les régimes politiques que cela finance. Les enjeux pour cette décennie, les politiques publiques mises en place dans les différents pays en 2020, elles impliqueraient une hausse graduelle des émissions mondiales en CO2 équivalent d'ici à 2030-2050. Le scénario intermédiaire de tout à l'heure. Le cadre législatif, le cadre réglementaire qui est en place. Les engagements des différents pays réactualisés juste avant la COP26, l'année dernière, s'ils sont tous mis en place, ils impliquent des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui passeraient un pic sur cette décennie et qui engageraient une diminution lente. Vous voyez la courbe bleu foncé. On a aussi pas mal de pays qui ont fait des promesses d'atteindre des émissions à zéro CO2 autour de 2050-2070. Réconcilier les deux, ça veut dire en fait un décrochement brutal après 2030. C'est peu crédible s'il n'y a pas en fait une action qui monte en puissance chaque année, maintenant, pour permettre une baisse graduelle à moindre coût. En vert, vous avez les trajectoires à moindre coût qui permettent de limiter le réchauffement sous 2 degrés, typiquement de l'ordre de 30% de baisse des émissions de CO2 équivalent
d'ici à 2030, et celle qui aurait pu permettre de limiter le réchauffement à 1,5 degré, une baisse quasiment d'un facteur 2 entre maintenant et 2030, et dans les deux cas, une forte baisse des émissions de méthane, typiquement d'un tiers. Si on baisse fortement les émissions, quand est-ce qu'on en verrait les effets, les bénéfices? Sur la qualité de l'air, rapide. Vous vous souvenez des confinements? On voit tout de suite en fait une amélioration spectaculaire de la qualité de l'air. Ça, on peut le gagner par une décarbonation structurelle mise en place, transport, industrie et tout le reste. Sur la composition de l'atmosphère, un petit peu plus tard, quelques années, sur l'évolution de la température, compte tenu de la variabilité de la température d'une année à l'autre, on le discernerait au bout d'une vingtaine d'années. Ce n'est pas quelque chose à fond perdu et à très long terme. Une action de beaucoup plus grande envergure porterait ses bénéfices visibles sur une vingtaine d'années vis-à-vis de l'évolution du climat planétaire. Ce que j'ai essayé aussi d'esquisser, c'est que accélérer l'action pour le climat, c'est quelque chose qui est indispensable pour assurer un développement qui soit réellement soutenable, c'est-à-dire où on préserve les écosystèmes, la biodiversité, les conditions de vie, et les conditions de vie pour toutes et tous, en particulier dans les contextes les plus vulnérables. L'adaptation, on peut en parler vis-à-vis du climat, mais sortir les gens de l'extrême pauvreté, c'est vivre mieux. Avoir des villes plus agréables, plus vertes, moins polluées, c'est un enjeu de santé et de bien-être. Permettre aux plus jeunes partout dans le monde d'accéder à la terre, favoriser l'emploi dans le secteur de la production alimentaire résiliente, soutenable, c'est aussi souvent permettre de réduire les inégalités. Et puis des écosystèmes connectés, restaurés, des corridors pour les espèces vulnérables, c'est aussi des espaces récréatifs. C'est un attachement qu'on a tous, en fait, à la nature et à sa beauté. Pour chaque levier d'action, vous pouvez trouver dans nos rapports une analyse en fonction des différents objectifs du développement durable de chaque levier d'action. Et je termine avec les transports. Pourquoi les transports? Premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, de l'ordre de 30%. Ça continue à monter. Vous travaillez en énergétique. Malgré les progrès, les gains de performance des moteurs, des véhicules de plus en plus lourds qui effacent ces gains. Donc c'est des enjeux considérables dans ce secteur. Et vous voyez par exemple que les gains sur la performance des véhicules, c'est intéressant par exemple pour les personnes avec des revenus très contraints, parce que ça réduit les coûts de dépenses en carburant. L'électrification des véhicules, c'est très bien pour la qualité de l'air, pour les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, mais il y a un certain nombre de points de vigilance. L'empreinte en matériaux, l'extraction de matériaux, par exemple. Si vous prenez les mobilités actives, le déplacement à pied ou à vélo, vous voyez que vous cochez beaucoup de cases en termes de santé, en termes de bien-être, en termes parfois d'émancipation des femmes qui ont peur dans certains pays de se déplacer la nuit dans les rues, à pied, dans les transports en commun. Ce n'est pas la même chose à vélo. Je donne cet exemple pour souligner que penser les mobilités, ce n'est pas simplement les émissions de gaz à effet de serre. C'est prendre en compte l'ensemble des dimensions d'un développement soutenable et aborder les enjeux de mobilité d'une manière plus intégrée en réfléchissant à l'ensemble des leviers d'action qui peuvent être mobilisés. Et je termine avec les agrocarburants, en bas. Vous voyez certains points de vigilance. Ces points de vigilance, c'est par exemple la pression sur l'utilisation des terres, les droits fonciers des populations, où on va déplacer des pratiques pour mettre en place des cultures de biomasse pour l'énergie, et c'est aussi les conséquences pour l'eau ou pour les écosystèmes locaux de pratiques intensives de production de biomasse pour l'énergie. C'est aussi un point de vigilance pour la sécurité alimentaire. On est tous devant la même difficulté. Les leviers d'action sont là. On a une bonne idée en fait de ce qui peut être fait. Pourquoi ça n'est pas fait? Quels sont les obstacles? Là, ce sont des travaux en sciences sociales en réalité, qui sont évalués, transcrits dans ces rapports du GIEC. Un manque de littératie climatique, comprendre les causes, savoir ce qui émet le plus, c'est pas envoyer un mail. Vos mails, c'est 13 kg de CO2 par an. Une empreinte moyenne en France, c'est 10 tonnes, tout compris, par personne et par an. Donc comprendre les causes, comprendre les conséquences, comprendre les leviers d'action. Des niveaux différents de perception de l'urgence à agir, non pas marginalement, pour faire joli, mais de manière systémique, transformative. Ce sont des enjeux d'équité. Très longtemps, les économistes ont dit qu'il fallait monter la taxe sur les carburants. Si vous faites ça, vous avez les gens dans les rues, quand ils ont des mobilités et des revenus contraints. Donc c'est intégrer ces enjeux d'équité, de redistribution dans la construction de l'action pour le climat.
C'est parfois un manque de volonté politique et de leadership des institutions. C'est un enjeu à réorienter les ressources financières et la construction de compétences pour pouvoir agir. C'est aussi parfois des effets de verrouillage de choix antérieurs, des rapports de force de certains intérêts particuliers. Très honnêtement, le secteur des énergies fossiles, en particulier dans les pays anglo-saxons, il a joué un rôle atroce en finançant les marchands de doute, la désinformation par rapport aux connaissances scientifiques, et ça n'a pas du tout aidé. C'est également le fait de changer le poids des habitudes, construire de nouveaux narratifs, faire évoluer les normes culturelles et sociales. Vous êtes scientifique comme moi. Une norme, c'est voyager beaucoup. C'est souvent reconnu comme un des critères pour évaluer un chercheur. Ça peut évoluer. On a bien vu avec la pandémie, on peut collaborer à distance autrement. Ça pose aussi la question de faire évoluer partout nos normes culturelles et sociales. Et puis, c'est mobiliser les systèmes d'innovation auxquels vous contribuez, y compris par le numérique, l'adoption de technologies à basse émission, en réfléchissant à leur gouvernance. C'est-à-dire pas la technologie pour la technologie, mais réguler en appui à la soutenabilité et à la sobriété. Et le rapport du groupe 3 du GIEC, il est très intéressant sur la digitalisation, le numérique, en montrant que ça peut en fait permettre de réduire des émissions de gaz à effet de serre, mais ça peut aussi entraîner des effets rebonds énormes en augmentant la demande et la consommation d'énergie ou de matériaux associés. Et je termine avec ce petit schéma qui montre en fait que ce dont il s'agit, c'est réorienter partout en fait nos trajectoires de développement vers la soutenabilité. Et on a plein de points de décision, individuels, collectifs. Une pandémie, comment on relance l'activité économique? On relance les secteurs très émetteurs d'avant ou on les infléchit vers les secteurs d'avenir, les secteurs bas carbone? Un choc géopolitique, est-ce qu'on va diversifier nos approvisionnements en gaz ou est-ce qu'on va essayer de sortir aussi le plus vite possible du gaz dans le chauffage? Ce sont deux exemples qui illustrent à chaque fois les points de bifurcation. Un événement extrême, est-ce qu'on reconstruit comme avant ou est-ce qu'on reconstruit mieux, plus résilient, autrement? Donc à chaque fois, en fait, on va tous être amenés à se poser la question des points de bifurcation pour construire des changements systémiques. Mais on est devant une fenêtre d'opportunité pour vraiment construire un développement qui soit résilient, qui est étroite. J'espère vous l'avoir fait sentir, qui se referme rapidement, en fait. Chaque année, plus d'émissions inscrit plus de réchauffement. Donc c'est une marge de manœuvre qui se réduit. Et des menaces croissantes, graves, en termes de bien-être et en termes de santé planétaire, c'est-à-dire les écosystèmes qui nous supportent en réalité. Pour résumer, le climat qu'on connaîtra à l'avenir, les risques associés vont dépendre des décisions que nous prenons, en fait, chacun, collectivement, maintenant. Et compte tenu des connaissances qui existent, compte tenu des leviers d'action qui sont disponibles, il n'y a aucun doute, c'est le moment d'agir et vos choix comptent. Merci. On va prendre quelques questions, si vous en avez. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment impressionnante. Oui, ça marche. Oui, oui. Merci pour cette présentation très impressionnante. J'ai une question en ce qui concerne les faits. Est-ce que parmi les scénarios du GIEC, vous avez la possibilité de simuler l'effet donc de décongélation des pergélisols, de la libération de gaz radiatifs? Oui, alors sur les sols gelés de l'Arctique, il y a plusieurs effets. Il y a un effet potentiel par rapport aux émissions de dioxyde de carbone. Il y a eu des progrès des connaissances récents et c'est intégré dans l'estimation des budgets carbone résiduels. Ça n'était pas le cas précédemment. Par contre, deux effets sont non pris en compte parce que trop incertains. Le premier, c'est dans certaines régions des mécanismes de dégel abrupt. En gros, quand vous avez de l'eau qui ruisselle sur ces sols gelés, ils dégèlent beaucoup plus rapidement. Ça, c'est difficile à intégrer dans les outils qu'on a actuellement. Et l'autre volet, c'est sur la dégradation microbienne de la matière organique quand elle dégèle, les rejets d'autres gaz à effet de serre, par exemple de méthane. On a encore beaucoup de mal à le quantifier. Donc si ça vous intéresse, allez voir le chapitre 5 du rapport du groupe 1, celui sur le cycle du carbone,
Et il y a tout un bilan de l'état des connaissances sur les sols gelés. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question sur votre ressenti sur les décisions politiques et donc votre relation avec ces décideurs et l'évolution que ça a pu avoir ces dernières années. Alors, par rapport au seul rapport du GIEC, nous, on les présente, ils sont approuvés par les différents pays, et après, on nous invite à les présenter dans le cadre des négociations sur le climat, où là, ils peuvent rentrer dans le dispositif de négociation. Alors, il y a parfois des surprises. Donc, le rapport sur 1,5 degré qu'on avait fait à la demande de la COP21, au début de l'accord de Paris sur le climat, à la demande de tous les pays, quand on l'a rendu en 2018, puis approuvé, puis qu'on l'a présenté à la COP24 à l'époque, une coalition de 4 pays, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Amérique de Trump, l'ont exclu en fait des négociations. Et il n'a été re-rentré dans le champ des négociations sur le climat qu'à la dernière COP 26 en Écosse, dans le pacte de Glasgow, donc reconnu par tous les pays, qui comporte les termes science et urgence, et ce qui était à l'époque de ce rapport, la forte baisse des émissions de gaz à effet de serre nécessaire si on voulait limiter le réchauffement proche de 1,5 degré. Le rapport du groupe 1 a été, je pense, très apprécié par l'ensemble des pays, en particulier par cette information régionale en appui à l'évaluation de risque aux stratégies d'adaptation. Je n'ai pas encore vu ceux des rapports 2 et 3. Ils seront présentés dans le cadre des négociations à Bonn la semaine du 9 juin, donc trop prochainement. Je ne peux pas vous dire comment ils seront perçus. L'approbation du rapport du groupe 3 a été très difficile. Très difficile, en particulier sur des enjeux d'équité avec un pays émergent comme l'Inde, et très difficile par rapport à l'ampleur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et aux solutions possibles, en particulier par un pays producteur de pétrole comme l'Arabie Saoudite, qui insiste pour montrer que les énergies fossiles avec captage et stockage font partie des solutions. On comprend bien que c'est un enjeu économique majeur. Par ailleurs, moi, je vois monter en puissance une prise de conscience partout dans le monde, d'abord en fait dans les pays du Sud, sur les impacts ressentis et observés, et puis de plus en plus, même dans les régions, on va dire, tempérées. Je vois monter une exigence des plus jeunes, qui est très nette, et encore maintenant un décalage entre cela et puis ce qui est parfois mis en œuvre de manière plus systémique. Et je termine en disant que j'ai été, moi, personnellement, extrêmement déçue de l'absence de débat démocratique sur les questions d'adaptation, sur les manières en fait, de mener la baisse des émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement sur la question de la sufficiency, sobriété, sur les derniers mois. Bonjour, merci pour cette présentation et pour votre dévouement de manière générale sur la thématique. Je crois que c'est important. Dans le rapport du GIEC, le dernier, le groupe 1, le budget carbone était de 1170, je crois, gigatonnes de CO2. Ici, et dans celui du groupe 3, il est passé à 890, moins beaucoup. Effectivement, je crois qu'il y a des thématiques qui reviennent plutôt aux experts du groupe 3, ce qui explique peut-être la différence. Mais est-ce que maintenant, de manière collégiale, le GIEC reconnaît plutôt les 890 que vous avez affichés ici, et les 1170, on peut déjà les oublier? Alors en fait, dans le rapport du groupe 1, le budget carbone résiduel, il était évalué sur la base de ces 5 scénarios illustratifs en réalité. Notre sensibilité du climat et la réponse transitoire du climat aux émissions de gaz à effet de serre évaluées par le groupe 1, ça a été utilisé par les scientifiques du groupe 3 pour passer en revue les centaines, les milliers de trajectoires socio-économiques compatibles. Et du coup, l'estimation qui est donnée par le groupe 3 est plus fine parce que pas simplement basée sur 5 trajectoires.
Voilà. Donc moi, j'ai repris là les chiffres du rapport du groupe 3, que je considère comme ancrés sur davantage de diversité de scénarios socio-économiques. Et ce que le GIEC dit en tant que tel, c'est ce qu'on attend, par exemple, du rapport de synthèse qui est toujours en préparation et qui fera le point sur l'ensemble de ces aspects transverses. Mais il n'y a pas d'incohérence, au sens où c'est les mêmes méthodes exactement cette fois, ce n'était pas le cas en 2013, qui sont utilisées groupe 1 et groupe 3. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça peut vous intéresser, mais il existe des émulateurs, c'est-à-dire une simplification du résultat de modèles de climat, ce qu'on a utilisé dans le volet groupe 1, qui peut être utilisé très largement sur différents types de trajectoires. Et c'est cet émulateur que l'Agence internationale à l'énergie utilise également maintenant, de manière cohérente. J'y vais. Merci beaucoup pour votre exposé. Je pense que votre principal travail, c'est de vulgariser et d'augmenter la culture scientifique non seulement des politiques. Je pense que les politiques ne réagiront que si le grand public réagit. Donc ça, c'est bien, mais bon, le savoir est forcément limité. L'imagination, par contre, est illimitée. Enfin, c'est une phrase connue. Alors, dans les solutions, il y a des questions que je me pose toujours. C'est pourquoi n'essaie-t-on pas de décarboner? Enfin, j'ai des tonnes de questions, mais pourquoi n'essaie-t-on pas de décarboner l'atmosphère? Alors, on nous dit toujours que c'est impossible. Est-ce que c'est vraiment impossible? Au moment de la voiture électrique, au début, on disait qu'on n'y arriverait pas. Maintenant, on commence à y arriver un peu, etc. Il y a la question du nucléaire. Est-ce que le nucléaire, c'est bien, pas bien? Il y a des tas de discours écologiques qui sont scientifiquement un peu discutables. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de brasser les océans et éviter qu'ils se brassent sur plusieurs siècles, mais sur une année? Dans votre exposé, il y a... Enfin, après tout, on est ingénieur. Ici, il y a des jeunes qui vont être ingénieurs. On est ingénieurs. Et parlez-nous du Shift Project, quoi. À mon avis, il faut qu'on débride l'imagination des gens pour en sortir aussi, quoi. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire ça demande de penser en dehors de la boîte. Alors, je vais prendre vos questions une par une. Nucléaire, il y a un paragraphe entier dans le rapport du groupe 3 du GIEC qui souligne c'est une source de production d'électricité bas carbone, qui montre en fait les trois principales voies, c'est-à-dire des réacteurs lourds type EPR qui mettent du temps à être construits et opérationnels, typiquement une quinzaine d'années. Donc là, du coup, on voit bien le gap entre l'urgence à décarboner et le temps de mise en œuvre, l'allongement de la durée de vie des réacteurs existants, qui est partout dans le monde, moins cher, et puis après, les éventuels petits réacteurs modulaires qui peuvent être parfois pensés dans d'autres applications qu'actuellement, en appui à de l'intermittence, pour éventuellement de la production d'hydrogène. Voilà, donc ça fait partie des points qui sont abordés, c'était sur ma figure, mais avec un coût relativement élevé par rapport à d'autres leviers d'action qui peuvent être aussi plus rapidement déployés dans tous les contextes que les contraintes posées par la sûreté pour le nucléaire. Sur le fait d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, vous avez certainement noté que dans les scénarios d'émissions basses ou très basses, si on veut pouvoir, après un léger dépassement, restabiliser le niveau de réchauffement, on peut avoir besoin de recourir à des éliminations, c'est-à-dire le fait d'enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Ça demande pas mal de travail pour arriver à cartographier ce qui est réellement faisable, les points de vigilance. Donc dans ce rapport, on a regardé par exemple les techniques directes d'élimination de l'air par des méthodes physico-chimiques. Il y a des démonstrateurs. Le stockage durable n'est pas toujours là, sauf en Islande sur un démonstrateur. C'est plutôt une réutilisation qui est mise en place. Il y a une question de modèle économique, puisque c'est un surcoût, et puis de la consommation d'énergie, qui est importante. Sur une autre méthode qui est en fait d'utiliser de la biomasse dans des centrales thermiques, capter le CO2 et l'enfouir ou le séquestrer. Là, en fait, par la photosynthèse, on enlève du CO2 de l'atmosphère, et donc ça peut conduire à des éliminations nettes. C'est le même point de vigilance que vis-à-vis des agrocarburants, en réalité. C'est-à-dire c'est une pression sur les terres, en plus. Donc ça demande à aborder la question de l'utilisation des terres soutenables dans ce contexte-là. Il y a un potentiel, mais il est limité sur des terres marginales, dans une gestion diversifiée de paysages, si on ne veut pas exacerber les effets néfastes pour la biodiversité, par exemple. Alors, dans le rapport du groupe 1 et dans le rapport du groupe 3, vous trouverez quelques évaluations de publications, puisqu'on se base sur des publications,
d'approches de géo-ingénierie un peu, comment dire, osées. Brasser les océans, ça je ne l'ai pas vu. Par contre, il y a déjà eu des réflexions sur le fait éventuellement de fertiliser les océans pour favoriser le stockage de carbone. Et là, ce qui a été montré, c'est qu'il y a des risques majeurs d'effets indésirables. Et je crois que maintenant, c'est encadré par le protocole de Londres. Il y a également des choses qui sont envisagées à plus petite échelle, de manière un peu rêve d'ingénieur, je vais dire, sur certaines régions de cryosphère aussi. Donc si vous voulez imaginer un système pour brasser les océans, publiez-le et ça pourra nourrir les prochaines évaluations. Alors, merci pour votre excellente présentation. Moi, j'ai une question, pas beaucoup comme mon collègue là, moi j'ai qu'une seule. En fait, c'est une question qui est relative au temps caractéristique. Vous disiez tout de suite là qu'il y avait une urgence à agir. Et moi, l'interrogation que j'ai, c'est quel est le réalisme par rapport, je dirais, aux constantes de temps humaines, enfin, qui se situent à plusieurs échelles d'ailleurs. Donc, voilà, oui, c'est la question de fond. C'est la question de notre capacité à transformer la trajectoire vraiment de développement, c'est-à-dire des tendances profondes. Et je peux vous donner juste un exemple. En France, on a encore beaucoup de projets d'aménagement, des gros projets structurants dans beaucoup de territoires, qui ont en fait été imaginés parfois dès les années 70, qui continuent, qui passent les études d'impact environnemental, dont on se rend compte immédiatement qu'ils vont être des pièges à émissions de gaz à effet de serre importantes, ou conduire à de l'artificialisation des sols, et qui continuent. Et c'est par exemple l'autorité environnementale qui a dans son rapport cette année tiré la sonnette d'alarme en disant mais tout ce qui est dans les cartons, tout ce qu'on nous demande d'évaluer, c'est des projets construits avec une manière de penser des années parfois 70-80 qui en fait vont verrouiller des formes de développement qui sont orthogonales avec ce que l'on veut mettre en œuvre. Donc vous avez raison, c'est une question de transformation de nos modalités de prise de décision, de réinfléchir collectivement, mais vite, la manière dont on voit le développement, vraiment. Merci. Avec des enjeux de transition justes partout, y compris la reconversion pour les emplois amenés à être modifiés. Vous êtes dans une région qui était une région de mines ici. Moi aussi, j'ai grandi en Lorraine, mines et métallurgie. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Et donc cette question de transition juste, je pense qu'elle sera au cœur de la réussite pour construire une économie bas carbone. En l'anticipant, pas en la subissant cette fois, mais en l'anticipant le plus possible. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre excellente présentation. En fait, j'ai une question un peu complexe. Est-ce que l'augmentation démographique est parmi les facteurs qui provoquent le réchauffement climatique? Alors, si on prend en fait l'évolution des émissions de CO2, il y a une équation qui est bien connue qui s'appelle l'équation de Kaya qui permet de regarder le poids de chaque facteur. Donc, chaque facteur sont la démographie, en gros, le niveau de richesse par habitant, et puis le découplage entre production de richesse et énergie, et puis ensuite le mix énergétique carboné ou décarboné. Donc le volet démographique est un des points, mais celui qui pèse le plus, en réalité, c'est la consommation par habitant sur les émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde les trajectoires socio-économiques qui permettent le plus de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce sont en fait des trajectoires socio-économiques où il y a une réorientation vraiment vers la soutenabilité dans toutes ses dimensions. Donc la soutenabilité, c'est accompagner les plus fragiles aussi. C'est aider à sortir les gens de la pauvreté. C'est donner l'accès à l'éducation et à la santé là où ça fait défaut. Et ce sont des conditions clés, en réalité, pour permettre de sortir les gens de la pauvreté tout en ayant un développement qui soit soutenable. Et ces trajectoires-là, ce sont celles qui permettent aussi en fait, de maîtriser le mieux l'évolution démographique. Les trajectoires à très haut risque, ce sont les trajectoires où il y a une forte augmentation des inégalités. Parce que vous allez avoir à la fois une partie de la population mondiale très émettrice de gaz à effet de serre et une autre partie ultra pauvre qui n'a pas accès aux services de base et ultra vulnérable à un climat qui change. Je vous remercie beaucoup. Si je me permets une autre question, on sait que l'importance de l'électricité va augmenter, notamment avec la mobilité. Oui. Et les experts énergéticiens savent bien que
les réseaux futurs auront besoin d'un petit peu d'énergie thermique pour stabiliser, conserver la fréquence, etc. Et donc, je me pose la question du serpent de mer, de la capture et de la séquestration. Pourquoi, à votre avis, ça ne marche pas? Pourquoi ça ne démarre pas? Alors, sur le captage et stockage du CO2, donc il y a des démonstrateurs aujourd'hui. Je pense qu'il y a une quarantaine d'infrastructures équipées. Ceux qui fonctionnent d'un point de vue économique, c'est ceux qui, en fait, réinjectent le CO2 capté d'une centrale à charbon dans un gisement de pétrole pour sortir plus de pétrole et de gaz. D'un point de vue économique, ça fonctionne. Donc, les conditions clés, c'est d'avoir, par exemple, un encadrement par quota ou par taxe sur les émissions de CO2 pour que ce soit viable. S'il n'y a pas en fait cette taxation ou ces quotas stricts sur les émissions de CO2, le fait de rajouter un captage et un stockage n'est pas économiquement viable dans le système actuel. Et dernière chose, donc sur les systèmes électriques bas carbone, zéro carbone, il y a un chapitre entier en fait dédié dans le rapport du groupe 3 du GIEC, le chapitre énergie, qui a une infographie que j'ai pas, une sorte de schéma, qui est vraiment intéressant, qui permet de visualiser les différents points clés d'un système énergétique zéro carbone, avec, dans certains cas, captage et stockage, avec un ensemble d'approches qui permettent de stocker et déstocker de l'électricité par différents moyens et vecteurs également. Mais cette gestion en particulier de l'intermittence, elle est critique et elle demande de penser les choses de manière très différente. Par exemple, une batterie sur roue, véhicule électrique, ça peut être aussi un des leviers d'action dans les deux sens, recharge et alimentation du réseau, pour gérer de l'intermittence. Ça demande à penser les choses vraiment autrement. Et je pense aussi qu'on peut dire que pour le nucléaire, c'est trop tard. On peut pas, le fait de prévoir des installations nucléaires dans 10 années, c'est trop tard. Ça dépend en fait du contexte du pays et des enjeux de décarbonation. Une dernière question alors. Bonjour, merci pour l'exposé. En fait, j'avais une question concernant l'analyse qui était proposée, qui se base essentiellement sur un chiffre en réchauffement, en degré de réchauffement. Est-ce que ça masque pas un peu la criticité du problème et qui fait que personne ne se sent réellement concerné? Bon, je viens d'une région où le problème est sans doute beaucoup plus critique, puisqu'on parle de submersion des territoires, c'est la Polynésie. Et si je dis à des habitants de la Polynésie que vous allez avoir un réchauffement de 2 degrés, ça ne va pas les alerter. Par contre, si je leur dis que l'atoll sur lequel ils habitent et qui culmine à 1,50 m de hauteur va être complètement submergé et qu'il va falloir s'émigrer vers un autre pays ou vers une autre île, le problème sera perçu de manière très différente. Et j'imagine que la réaction des gens sera quand même plus motivée, plus volontaire, si on les met en face de vraies situations critiques et non pas de chiffres un peu trop abstraits. Oui, tout à fait. Vous avez raison, en fait. Pour que les gens s'approprient cet enjeu, il faut que ça leur parle. Moi, là où j'habite, je suis dans un village de l'Essonne, construit sur des sols argileux. Pour la plupart des gens, le réchauffement climatique, c'est de temps en temps un peu plus chaud et c'est tout. Mais avec les mouvements de plus en plus importants de retrait-gonflement des argiles, mes voisins autour de moi voient des dommages sur leurs bâtiments, non pris en charge par le cadre catastrophe naturelle, et là comprennent en fait directement le lien avec quelque chose qui va être très difficile à gérer. Des coûts importants. C'est un des postes majeurs d'ailleurs des dépenses projetées sur les catastrophes naturelles pour l'habitat individuel, et dans cette région aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'ailleurs dans le cadre des négociations internationales sur le climat, les pays qui sont les plus vocaux, je dirais, ce sont les petits États insulaires en développement, ce sont les régions qui ont de grands deltas, comme le Vietnam par exemple, avec des enjeux pas uniquement sur le littoral, mais aussi par la salinisation des eaux, sur les activités agricoles. Et ce sont ces pays qui ont poussé en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre en considération la question de la montée du niveau de la mer sous un angle nouveau, parce que c'est un enjeu de survie pour certains États. Et cet aspect-là, il est vraiment extrêmement important. Donc effectivement, le paramètre, l'indicateur, la manière de se relier à un climat qui change au niveau planétaire va dépendre du contexte. Pour certains, ça va être le recul des glaciers ou de l'enneigement.
qui va être en fait une source de bouleversement des paysages, mais aussi des activités économiques dans une région donnée. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas eu de questions à distance, mais je vais laisser la parole quand même à nos étudiantes qui sont là pour présenter leur association, puis un événement qui a lieu cet après-midi. Merci beaucoup. Je me lève. Donc, je vous remercie d'abord, madame, pour votre conférence. C'était très instructif. Donc, je fais partie de l'association GreenSA. Je suis la présidente. Je suis accompagnée d'Elisa, la trésorière, et Laurine, la secrétaire. Donc, on s'est mis un défi, toutes les trois, cette année, c'était de relever cette association écologique. Et on a plutôt bien réussi parce qu'on a déjà 3 actions en place. Donc, on a les paniers de légumes qui profitent aux étudiants, mais aussi aux personnels éducatifs, tous les jeudis. Ensuite, on a aussi des locations de vélos toutes les semaines, et ça fait profiter les étudiants. Et on fait aussi partie du Shift Project, donc le Shift Project qui, comme on en a parlé, et on représente la voix des étudiants pour changer les enseignements. Juste après la conférence, on va faire une clean walk. Donc ça va se passer juste après. Le départ, c'est au niveau de l'arrêt de tram Mauriac et Recherche. Donc on vous attend et merci beaucoup pour votre attention. Bien, il me reste à remercier Valérie Masson-Delmotte. Merci énormément pour cette intervention. Je m'associe évidemment au remerciement de... On m'entend ? Oui. Je m'associe évidemment au remerciement de Guillaume. C'était vraiment un grand honneur de vous accueillir dans le cadre de ce congrès. Et puis, je pense que pour nos collègues et étudiants présents, c'était aussi quelque chose de très important. Voilà, merci beaucoup.